Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa. On est très content de vous accueillir comme d'habitude. On vous avoue que ça a pris un peu de temps avant qu'on revienne, mais à la fois ça a pris un peu de temps pour l'OGC Nice et le LOSC de se mettre d'accord sur le transfert, le recrutement de Christophe Galtier. Mais ça y est, c'est fait. Depuis avant-hier, c'est officiel, Christophe Galtier est le nouvel entraîneur de l'OGC Nice. Il a même pu diriger ce matin sa première séance d'entraînement. Voilà, on l'a vu en photo, la casquette, le t-shirt, même en photo avec notre ami Cédric Badagous qui est une star. On va pas manquer de le vanner toute la saison maintenant grâce à quel escroc. Quel escroc. Voilà, notez d'ailleurs, vous entendez que voilà, Brice est avec moi. Salut Brice, comment ça va? Salut, ouais, ça va, tranquille, très bien. Enfin, on arrive au bout de cette partie finale du juste prix. Ça fait plaisir. C'est incroyable. J'avoue, t'as failli nous balancer le jingle du juste prix. Hein. Ça fait un mois que t'as préparé le MP3 et on a dû t'empêcher de faire cette dinguerie. Parce que, c'est ça, exactement. Je voulais parler comme... Les plus jeunes d'entre nous vont pas comprendre en plus, déjà. Tu vois, donc... Déjà, premièrement. Et de deux, je voulais faire une imitation de Philippe Risoli. Ma femme m'a regardé en disant « Tu fais ça, je divorce ». Bon, forcément, on va arrêter là. On a également Ryan avec nous, du coup, du Petit Lillois, donc supporter du LOSC, qui va nous en dire un peu plus sur son ancien entraîneur, désormais nouvel entraîneur au GC Nice. Salut Ryan, comment ça va? Salut à tous, comment vous allez? Ça va, mieux, comme tu le sens, soulagé. Enfin, donc on sera tous les trois aujourd'hui, parce que point de Cédric de Badagous, si vous suivez sur les réseaux sociaux, vous avez vu, il est devenu officiellement l'assistant de Christophe Galtier. Du coup, donc voilà, là aujourd'hui, je pense qu'il a une réunion mercato secrète. On va voir. Bon, Cédric, si tu nous écoutes, et si jamais on signe Romain Amouma, je t'en tiendrai personnellement responsable. Donc ne fais pas ça. Pense aux enfants. On a été privé de stade de football pendant un an. Ne fais pas ça à l'OGC Nice, par pitié. Blague à part, Ryan, merci de venir dans l'émission. On va dévoiler un peu des coulisses du off. Ça fait un mois qu'on est en contact pour faire cette émission, en te disant dès qu'il signe, on s'organise ça. Bon voilà, un mois plus tard, enfin on peut faire ça. Donc voilà, supporter du LOSC, tu es contributeur pour le Petit Doigt. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce média? Oui, donc c'est un compte. Tout d'abord, c'était un compte sur les réseaux sociaux qui s'appelait LOSC Actualité. On regroupait l'actualité lilloise, on parlait des matchs, on sortait les informations qui sortaient dans différents médias. Et en août 2019, on a décidé de lancer le site Le Petit Lillois pour un peu nous professionnaliser et aussi avoir un point de rencontre pour tous les supporters, parce que il y a très peu de sites de supporters lillois, enfin qui regroupent l'actualité lilloise. Donc on a voulu faire ça pour regrouper tout ça et ça marche plutôt bien depuis bientôt 2 ans. Ouais, on voit 20 000 followers quand même sur Twitter, sûrement bon nombre sur les autres réseaux sociaux, mais bon voilà, le média référence autour du LOSC aujourd'hui du coup. Une super saison pour le LOSC, hein, le titre forcément, le Graal un peu inattendu, même si bon rapidement dans la saison vous êtes quand même positionné dans ce pool de 4 équipes, voilà, oui, mais mérité. Comment, avant de parler de l'entraîneur qui vous a mené à ce titre, du coup, comment est-ce qu'on vit ce titre auquel vous n'étiez pas forcément programmé, et en plus sur une saison qui est extrêmement particulière puisque loin du stade. C'est une saison particulière loin du stade, mais aussi en interne, puisque en plein milieu de la saison, on a vécu un changement de propriétaire surprise. Donc ça nous a un peu refroidi. On se demandait ce qui allait se passer jusqu'à la fin de saison, mais l'équipe a réussi à rester concentrée sur l'objectif, avec un entraîneur qui a su les mobiliser pour que tout le monde croit en cet objectif de titre. Et donc, au fil des semaines, on a commencé à y croire, même si on était loin. On a commencé à y croire, on a commencé à se dire que c'était possible. On voyait le PSG qui a changé d'entraîneur aussi, qui était, un coup c'était bien, un coup c'était moins bien. Donc on est arrivé là et je pense que c'était vraiment une saison inattendue mais belle, même si il y a le contexte qu'on connaît avec le huis clos pendant toute la saison. Pas trop de regrets. Au final, entre les deux émotions, qu'est-ce qui l'emporte? Vraiment la joie du titre ou le regret d'avoir dû suivre ça de la télé? Je dirais compliqué, hein. C'est dur de dire. Parce qu'à la fin de saison, on a essayé de se rattraper, d'avoir plus de rassemblements autour du centre d'entraînement, d'accompagner les joueurs à l'aéroport lorsqu'ils jouent à l'extérieur. On a essayé de ramener cette ambiance qui manquait dans les stades, clairement. Et moi, je dirais que c'est pas un regret que ce soit une saison à huis clos. Puisqu'il y a eu le titre quand même là. Ouais, le titre est là et on a pu fêter le titre le lendemain
sur Lille. Ouais, on a vu les images, vraiment une marée humaine, et c'est vrai que ça, t'as un peu pu rattraper quand même et vivre ça, à défaut de le vivre en tribune, mais avec du coup d'autres supporters du LOSC. Et puis bon, voilà, toute la saison sur les réseaux sociaux et via le Petit Lillois, j'imagine également. Écoute, ce que je te propose pour aujourd'hui, notre programme, c'est que tu nous en dises un peu plus sur l'un des artisans de ce titre, Christophe Galtier. On n'a pas trop, comme je te le disais en off, de programme non plus. C'est vraiment une idée que tu nous dises un peu plus ce à quoi on doit s'attendre. Donc, malgré tout, Christophe Galtier, c'est un personnage bien connu de la Ligue 1. Ça fait quand même quelques années qu'il y est. Adjoint, tout d'abord, hein, depuis 2009 quand même. Il est passé par de nombreux clubs en suivant Alain Perrin notamment, donc on va pas revenir sur tout son CV, mais forcément Lyon, Saint-Étienne notamment, puis après entraîneur principal. Cette saison à Saint-Étienne qu'il a mené vers l'Europe avec une équipe, on va dire avec certains talents, mais pas beaucoup non plus. Puis après, c'est l'arrivée dans un contexte extrêmement particulier à Lille, avec le départ de Marcelo Bielsa et une mésentente, on sait, avec l'état-major du LOSC qui venait de racheter le club toute fin d'année 2017, à la trêve hivernale, je crois, de la saison 2017-2018, si je dis pas de bêtises. En décembre, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur son arrivée? Est-ce que la réputation qu'il avait à l'époque, on peut dire que c'était quand même l'opposé de celle de Marcelo Bielsa. Est-ce qu'on a un bon a priori quand on voit Christophe Galtier arriver après Bielsa, alors qu'on est englué dans la zone rouge? Qu'est-ce que ça t'évoquait, toi, au début? Moi, personnellement, je pensais que c'était la bonne personne pour sortir le club de la zone rouge et se maintenir, mais je voyais pas plus. En fait, j'arrivais pas à me projeter avec. Je me disais que oui, pour les 6 prochains mois, ça allait le faire, mais qu'après, ça allait être compliqué. Et je pense que chez beaucoup de supporters lillois, c'était pareil parce qu'on avait les souvenirs des dernières saisons à Saint-Étienne où c'était compliqué dans le jeu, c'était plus quelqu'un qui souhaitait garder un résultat plutôt qu'aller le chercher. Et donc on se disait oui, dans ce contexte avec beaucoup de jeunes où il va falloir les encadrer, va falloir les remettre dans le droit chemin, ça peut être bien, mais derrière, est-ce qu'il peut construire quelque chose? On avait beaucoup de doutes. Et au final, il nous a fait mentir. Ah ben, il vous a bien fait mentir, et même à tout le monde, je pense, parce que c'est l'un des seuls entraîneurs français pour la Ligue 1 qui a réussi vraiment d'une équipe à l'autre à vraiment changer sa vision et à faire un football un peu plus éclaté, si je puis dire. Ouais. Et je sais que sa première partie de saison avec Lille, c'était quand même un peu dans la lignée de ce qu'il faisait quand même à Saint-Étienne. C'était pas flamboyant, mais voilà, ça allait se maintenir. On le savait plus ou moins que ça allait se maintenir. Et c'est vrai que juste après, ça a été, franchement, moi, les premières, la première vraie saison de Galtier, j'y croyais pas quand je voyais jouer l'équipe, même lui, hein, dans ses propos, pour moi, c'était pas du tout le même mec que Saint-Étienne. Hein. C'était assez affolant même. Il faut lui donner son crédit. Ouais. C'est ça qui est surprenant parce qu'au début, comme tu le disais, les 6 premiers mois, on se disait oui, il tentait des choses qui étaient particulières, on va pas se le cacher. Il mettait des milieux à gauche. Il nous faisait du Marcelo Bielsa. On n'a pas compris au début. Ouais. Et après, elle arrivait cette trêve. On a dû vendre des joueurs. Et on a recruté à bas coût. Et là, premier match de la saison, c'est une équipe popcorn. On n'a pas. Ah ouais, ça c'est clair. C'était assez. Ouais. C'était assez bon. Lille était redevenu une belle équipe à avoir joué. Même sous Bielsa, c'était catastrophique, je trouve. Donc tu prenais pas trop de plaisir, mais c'était vraiment une belle équipe à avoir joué, quoi. C'était frais. Même l'entraîneur, ça faisait plaisir de le voir. Tu voyais qu'il s'éclatait, en fait. C'était ça. Saint-Étienne, putain, les saisons étaient longues avec lui sur le banc. Hein. Oh la vache. Bon, après, pas le même ADN de jeu, pas le même budget non plus, pas le même directeur sportif. Hein. On va forcément parler de l'effet Campos sur le LOSC. Mais pour finir sur cette période d'arrivée, donc voilà, à l'époque, Christophe Galtier avait quand même un peu l'image de l'entraîneur, le cliché de l'entraîneur français qui crie fort, qui est rugueux. Son équipe de Saint-Étienne ressemblait bien à ça quand même de 2009 à 2017. Des résultats européens malgré tout, hein, donc un bon entraîneur. Il avait d'ailleurs eu le titre de meilleur entraîneur français à cette occasion-là. Mais
comme tu disais, des difficultés à se projeter. Malgré tout, c'était plus embarqué peut-être pour une opération de maintien au début. On se souvient, Brice, nous du côté de Nice, on en parlait aussi à cette époque-là, avant qu'ils prennent le poste à Lille, notamment quand il y avait une incertitude sur l'avenir de Lucien Favre. On avait les photos de Galtier en tribune avec Jean-Pierre River, et on avait tous crié, moi le premier, je m'inclus, sinon mais c'est bon, on va passer de Favre à Galtier. Nous, c'est l'ADN du beau jeu à Nice maintenant. Bon, derrière, on a eu Patrick Vieira, donc finalement, rétrospectivement, on a peut-être perdu 3 ans. Mais bon, voilà, la bonne nouvelle, c'est que le LOSC ne va pas faire le sens inverse en récupérant Patrick Vieira, qui devrait, lui, aller du côté de Crystal Palace. Mais pour revenir sur l'avenir et du coup sur Christophe Galtier, du côté de Lille, donc après, il y a eu cette deuxième saison où ça s'est mieux passé dans le jeu d'un coup. Ryan, dans quelle mesure, selon toi, Christophe Galtier a vraiment eu une influence? Est-ce qu'il a eu un moment, un déclic, comment ça s'est passé, sa volonté de passer de ce jeu assez rugueux, défensif, Made in Ligue 1, j'ai envie de te dire, à quelque chose d'un peu plus chatoyant? Donc, bien sûr, il y a les joueurs amenés par Campos qui s'y prêtent un peu plus. Mais est-ce que, selon toi, c'est quelque chose plus amené par l'état-major du LOSC? Lui a fait sa révolution culturelle. Enfin, à quel moment tu as senti que ce cheminement, cette évolution se faisait du côté de Christophe Galtier? Je pense que c'est à l'été 2018. Oui, l'été 2018, où je pense qu'il y a eu une réflexion globale entre les dirigeants et Christophe Galtier, où ils se sont dit quel modèle pourrait permettre à l'équipe de s'épanouir le mieux, alors qu'on devait avoir un mercato où on allait perdre des joueurs et on ne pouvait pas recruter pour beaucoup. Donc il fallait mettre les joueurs qui étaient déjà là dans les meilleures dispositions et aussi leur permettre, si on doit, comme le projet c'est un projet de trading, lorsqu'on va les revendre, d'avoir des joueurs qui s'incorporent plus facilement dans ce système parce qu'il est identifié. Et donc à partir de, je pense c'était ça le cheminement, et qu'ils se sont dit oui, donc quel est le schéma de jeu qui correspond le plus à nos joueurs? Et c'était assez logiquement la transition avec Nicolas Pepe, Jonathan Bamba qui est arrivé, Jonathan Iconé, tous ces joueurs qui sont des joueurs pas réputés pour leur qualité technique, mais plutôt pour l'intensité qu'ils mettent, les courses vers l'avant et tout ça. Et donc, je pense que c'est à partir de là et que c'était un travail global entre toutes les parties pour arriver à ce résultat. Alors, on le sait, à l'OGC Nice, on a cette volonté de reproduire du jeu après des années un peu compliquées sur le terrain, de remontrer un peu d'intensité, ce qu'on avait pu voir avec Claude Puel et avec Lucien Favre par la suite. Donc voilà, d'après ce que tu nous dis, c'est aussi quelque chose que Christophe Galtier est capable de faire, en tout cas a mis en place dans son jeu. On sait que niveau combat, niveau duel, niveau intensité, à Saint-Etienne, dans un genre différent, peut-être moins ouvert, il y avait quand même cette attitude un peu agressive, de bonne agressivité qui était mise en place. Maintenant, voilà, tu as cité des noms de joueurs, notamment Bip Bip offensif, qui était vraiment d'une efficacité, qui vous mène à la deuxième place cette saison-là, du coup, qui vous permet vraiment de faire rentrer Lille, ou en tout cas de redonner la stature à Lille qu'il y avait il y a quelques années, notamment quand il y a eu le mandat de Claude Puel et de Rudy Garcia. On sait que ça a été compliqué après pour Christophe Galtier, qui a dû jongler un peu comme l'avait fait Jardim à une époque à Monaco avec la politique de trading et de nouveaux joueurs régulièrement, et on pense notamment après à Osimhen derrière. Mais il y a toujours eu ce fil conducteur, selon toi, dans la façon de jouer. Les hommes changeaient, mais il y a toujours eu cette même philosophie de jeu et cette volonté quand même d'essayer, même en s'adaptant aux caractéristiques de chacun, mais vraiment de garder une identité de jeu forte et quelque chose d'assez chatoyant. Oui, je pense que c'est vraiment la base de son système et de sa manière de voir les choses. Parce que oui, chaque été on perdait certains joueurs, on perdait même des joueurs phares, mais sauf que les remplaçants rentraient directement dans cette idée de jeu pour jouer dans ce 4-4-2 ou 4-2-3-1, ça dépendait de celui qui était aux côtés de l'avant-centre. Et donc qui correspondait à ce qu'on voulait, qui correspondait à cette volonté de jouer vers l'avant, de ne pas tergiverser, de pas vouloir jouer uniquement bloc bas sans pouvoir se projeter, d'être capable d'avaler des kilomètres, comme on dit, et de prendre l'espace. Et ça, c'était vraiment une idée claire, nette et qui a vraiment été respectée jusqu'à récemment.
c'est ça qui fait aussi la force de Lille, c'est-à-dire que dans le même championnat, ils ont vu les erreurs de Monaco, comme t'en parlais Sky, où voilà, avec Jardim, tout ça, il y avait cette espèce de trading, tout ça, et chaque année, ça perdait un peu de leur identité. Lille a pu voir ces erreurs-là, notamment Campos en plus qui y était, et ne pas reproduire exactement pareil et faire confiance à l'entraîneur, à sa vision. Donc, si tu regardes, c'est un club qui a été très stable sur l'ère Galtier, on va dire. Donc c'est très très fort d'avoir maintenu ça. J'espère qu'à Nice, ils feront pareil et ils feront confiance à. Est-ce que c'est ce qui Galtier. manquait à Nice ces dernières saisons, selon toi? Je connais déjà la réponse en te posant, c'est une question rhétorique plus mais qu'autre chose. Déjà, oui, il manquait ça. Et après, il manquait d'autres trucs. Mais on va dire qu'à 50%, il te manque ça. Il te manque une vision de jeu et tu t'y tiens, point final, terminé. Et c'est pas parce que tu achètes d'autres joueurs ou quoi qu'il faut que ça change. Ou alors, si ça change, il faut que ça change dans le temps, tu vois. C'est pas tout de suite, on casse tout pour tout refaire, tu vois. Au bout de 3-4 mois, tu commences à déjà voir les changements tranquillement. Et je pense que c'est vraiment ce qui manque du côté de Nice. Nice, comme plein de clubs, on fait la... Oui, on parle du gym en particulier parce que Avancini ça, mais... Mais de toute façon, et si tu enfin après voilà, on va rentrer dans d'autres délires peut-être, mais c'est très français ça, c'est-à-dire tu cartonnes, tu achètes d'autres joueurs, tu te mets limite à la merci des autres joueurs, donc tu oublies ton identité de jeu et tu reconstruis perpétuellement en fait. C'est très souvent ça dans les clubs qui arrivent à faire l'Europe assez souvent et tout, donc il faut se maintenir sur un projet de jeu. Ça a marché avec Lille, il faudra que ça marche avec Nice maintenant quoi. Bon, après, il y a quand même l'importance du système Campos, qui est basé sur, et même Gérard Lopez, qui est basé sur la dette et l'achat-vente, du coup, donc qui force un peu ça. Mais de toute façon, tu l'as dit, c'est aussi le propre de la Ligue 1 d'être un championnat davantage orienté vers la vente et qui, après des performances européennes, a du mal à conserver ses meilleurs éléments. Ryan, juste, tu parlais de jeunes joueurs. Quand il est arrivé, c'est vrai que projet oblige, et on le connaît à Nice avec le projet Ineos, forcément les jeunes joueurs, c'est ce que tu achètes le moins cher, tu as la plus-value potentielle. On a un championnat aussi assez jeune au final où tu as le temps de développer des joueurs, donc même sportivement, ça faisait sens. On peut comprendre la logique lilloise à l'époque, mais un entraîneur comme Christophe Galtier, vu qu'il va être amené à travailler avec des jeunes joueurs chez nous aussi, comment il se comporte avec ces jeunes joueurs, quel rôle il prend, notamment dans le management, et quelle confiance il leur donne, et par extension, en plus des recrues, est-ce que c'est un entraîneur qui n'a pas hésité à piocher dans votre centre de formation, qui, on le sait, en plus, est quand même assez performant? Alors, pour les jeunes, je dirais que Galtier, c'est quelqu'un qui est, sur le terrain, il est très proche des jeunes joueurs. Il les encadre, il les encourage, il a vraiment un rôle qui leur permet de progresser. Mais, il y a un mais, c'est que ces jeunes joueurs, il faut qu'ils soient déjà dans son groupe. Il n'arrive pas à aller chercher des joueurs qui sont dans le centre de formation. À Lille, il y a eu très peu de joueurs sortis du centre de formation. Il n'y en a eu qu'un, il me semble. Oui, il y en a eu qu'un, qui a joué 2 matchs et qui a dû partir en prêt parce qu'il jouait pas assez. Mais c'était aussi lié au fait que dans l'effectif lillois, il y a Campos qui gérait tout ça, qui gérait la structure de l'effectif et qui recrutait beaucoup de joueurs chaque été. Et donc, chaque été, tu te retrouvais avec 5 ou 6 joueurs. Par exemple, au milieu, cette saison, on avait 6 ou 7 joueurs. Et 2 autres qui étaient en prêt. Donc, ça fait beaucoup pour 2 places, vu qu'on jouait en 4-4-2. Et donc, t'as pas trop de temps de jeu pour le jeune au milieu, surtout quand l'équipe tourne. Place d'intégrer le jeune surtout quand tu as des objectifs aussi élevés et qui un peu te contraignent dans tes choix, puisque tu vas choisir, comme tu as 4 joueurs professionnels qui sont déjà installés et que tu n'as que 2 places, lorsque tu vas faire tourner tes 2 titulaires, tu vas mettre les 2 derrière et il n'y aura pas de place pour le 5e, qui est le jeune, même s'il a le niveau ou qui peut encore progresser. Donc c'est un peu un hic de son parcours à Lille. C'est très peu de joueurs du centre de formation qui sont sortis et qui ont été utilisés par Galtier. Après, est-ce que le centre de formation est aussi, il est attirant, il est attractif aussi du côté de Lille pour est-ce que tu as vraiment l'impression qu'il y a un joueur qui a été snobé injustement, en fait? Après, des fois, tu as des creux générationnels, ça arrive de pas trop pouvoir piocher dans le centre de formation, et on comprend qu'avec la politique aussi de post-formation de Campos, d'aller chercher beaucoup de jeunes, comme nous, on allait chercher des Danny Luke, des Trouillet, des Claude Maurice, que tu vas chercher jeunes et qui peuvent barrer certains joueurs que tu as dans ton propre centre de formation. Est-ce qu'à Lille, c'était
vraiment une politique de dire le centre on s'en fiche et ça vous a privé de certains joueurs qui ont explosé, qui auraient pu exploser, ou est-ce que voilà, au final c'est pas forcément la même génération que la génération sous Claude Puel par exemple? Il n'y avait pas de vrai crack, mais je dirais qu'il y avait quelques joueurs qui auraient mérité d'avoir leur chance. Je pense pense pas que vous le connaissiez, mais Sheikh Niasse, qui a qui a fait ses premiers pas si je me souviens pas, au début de la saison 2019-2020, et qui a passé 1 an et demi sans revoir les terrains, et qui a rejoué en Europa League à un poste qu'il connaissait pas, où on l'a mis latéral droit au lieu de milieu, et ça a été compliqué, et après on l'a plus revu, il a dû être prêté. Je pense que le centre de formation lillois, il a été délaissé, parce on privilégiait la concurrence à la progression des jeunes joueurs, et donc qu'on entassait les jeunes en équipe réserve, en U19, pour voir qui était le meilleur et qui pouvait passer au niveau au-dessus. Mais on cherchait pas à les faire progresser. D'accord. Ok, y compris avec des jeunes de l'extérieur, du coup, comme tu le disais, avec le système Campos. D'accord. Tu parlais de système tactique, tu as évoqué le 4-4-2. Est-ce que ça a été le système utilisé majoritairement par Christophe Galtier depuis sa prise de fonction au tout début de l'année 2018 pour son premier match avec le LOSC? Est-ce qu'il a pu développer d'autres systèmes? Comment est-ce qu'il a joué? Est-ce que tu vois une patte Galtier, on va dire, au-delà du système? Comment tu résumerais en fait en quelques minutes le passage de Galtier sur le banc et ce qu'il aura apporté au LOSC? Sur le système tactique, je pense que je vais omettre les 6 premiers mois parce qu'il était en train de se chercher, qu'il y avait une équipe en difficulté qui devait prendre des points. Et donc, à partir de l'été 2018, il a adopté 2 systèmes, c'est le 4-2-3-1 et le 4-4-2. Donc, c'était le 4-2-3-1 qui ressemblait souvent au 4-4-2 en phase défensive parce que il c'était le 10 qui était iconé au début, était à la même hauteur que l'avant-centre, donc il venait décrocher de temps à autre. C'était un peu électron libre en fait au milieu. Et c'est à partir de janvier 2020 qu'il a définitivement adopté son 4-4-2 avec Loïc Rémy, Osimhen, puis Burak Yilmaz et Jonathan David. Parce je pense que c'était aussi lié aux prestations en Coupe d'Europe, où il y avait du mal à pouvoir faire enchaîner 2 avant-centres alors qu'il y avait que seulement 2 avant-centres dans l'effectif. Et donc il optait pour un 4-2-3-1 pour avoir quelqu'un au cas où, si le buteur se blesse, d'avoir quelqu'un derrière. Mais je pense que son vrai système, sa patte, c'est vraiment le 4-4-2 avec un ailier droit gaucher, un ailier gauche droitier qui rentre à l'intérieur et 2 vrais avant-centres. Avec du coup aile inversée, 4-4-2 à plat ou Oui. Ok, très bien, 4-4-2 à plat. Nous, on commence à voir un peu, bon, peut-être pas les lier parce qu'on en a un qui est parti, notamment avec Ronny Lopez, un ancien Lillois d'ailleurs, au demeurant. Donc il faudra recruter à ce poste-là pour l'OGC Nice. Par contre, les deux au milieu, on commence à voir qui pourrait s'installer. Et notamment, pour ceux qui n'ont pas suivi la première séance d'entraînement de Christophe Galtier aujourd'hui, il n'a pas lâché ni du regard ni de la voix Kefren Turam pendant toute la saison. Donc, on suppose que lui et notamment Boudaoui et pour ne pas que tu pleures, Brice, on va citer Morgan Schneiderlin aussi, forcément, parce que sinon après, déjà que tu pleures de ne pas avoir eu de maillot à son nom et à son numéro. Voilà, coucou Cédric encore, qui décidément a tous les honneurs. Toujours les escrocs. Toujours les escrocs. Mais en fait, je sais pas. Je trouve ça un peu dommage de pas faire jouer Schneiderlin, mais après la saison n'est pas démarrée, on sait pas comment ça va. On connaît pas les intentions de Christophe Galtier en plus. Là, moi, c'est juste pour le système aussi par rapport à l'effectif. Il peut changer aussi. Quand tu regardes Saint-Etienne à Lille, il y a eu un step énorme. Il a vraiment changé totalement sa vision de jeu, sa mentalité, tout ça. Donc peut-être qu'il peut encore changer aussi maintenant. L'avantage en plus de ça, c'est qu'il pourra bien travailler avec ses équipes parce qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe. Donc ça, c'est très intéressant aussi. La rotation se fera peut-être un peu moins, tu vois, parce que tout à l'heure, tu parlais en 4-2-3-1, etc. et tout. Peut-être qu'on restera plus dans un schéma à proprement dit. Mais ouais, ça serait con de se passer d'un Schneiderlin ou
Enfin, j'allais dire d'un PLM, mais normalement PLM il s'en va, mais ouais. Après, on a du monde au milieu et on sait qu'on attend une recrue. Et le club multiplie un peu les pistes au milieu de terrain et souhaiterait d'ailleurs même recruter un joueur assez confirmé pour encadrer les jeunes et peut-être remplacer du coup numériquement Pierre Lesmelou après avoir le profil qui va être retenu. Mais c'est vrai que si tu as que 2 milieux de terrain, après on sait que certains peuvent jouer éventuellement au poste de numéro 10. On pense à Alexis Claude Maurice qui devrait revenir d'ici la fin de l'été. Voilà, peut-être que tu n'es pas obligé de le faire jouer dans les deux du milieu et un cran plus haut. Je suis sûr qu'il s'éclaterait. Voilà, donc bon, 1-4-4-2, les ailes inversées, c'est ce qu'on va attendre. Nous, de toute façon, côté niçois, on va quand même rapidement avoir la réponse. Peut-être que si vous écoutez ce podcast un peu tard, vous aurez déjà vu le premier match amical qui aura lieu face à Rodez le 3 juillet, donc on aura des éléments de réponse. On se doute que plusieurs systèmes vont être tentés. Si on peut éviter le 3-5-2 avec des faux latéraux, comme on a vu l'équipe de France le tester au plus mauvais moment, ça serait bien, Christophe. Ça va, on n'a pas l'anglais et Pavard, donc ça va. Il a déjà testé un 3-4-3 à Lille. C'est ça. Ah, bon, après, c'est selon qui tu mets. Si tu mets des vrais latéraux, moi je te dis pourquoi pas. Tu vois, si tu n'as pas Rabiot qui fait le piston gauche, déjà tu as un peu plus de chances de t'en sortir. Bon, nous on va mettre Racine, Colli, piston gauche. On va regretter Rabiot, je sens. Boudaoui à droite. Boudaoui à droite. Ça on l'a déjà vu. Ça va, il y a 5K, c'est bon. Tu as raison. Bon, pour en revenir au passage lillois, du coup de Christophe Galtier. Donc voilà, des saisons réussies vraiment avec des top résultats, cette deuxième place, puis forcément le titre cette saison. Tu nous as parlé de sa marque de fabrique, donc ce jeu quand même orienté offensivement vers la possession. La répétition des efforts, c'est vraiment peut-être ce qui a manqué à l'OGC Nice ces derniers temps. Et on l'a vu notamment dans la première séance d'entraînement. Les témoins sur place nous ont dit que ça faisait quelques années qu'ils n'avaient pas vu une telle intensité, donc ça a tendance à corroborer ce que tu nous disais. Il y a peut-être malgré tout un petit bémol, moi en tout cas de spectateurs extérieurs que j'ai noté, après tu nous diras s'il y en a d'autres, les performances en Coupe d'Europe ont été finalement assez en dents de scie. Il n'y a pas eu vraiment de très beaux parcours comparé en tout cas au parcours en Ligue 1 qui était vraiment éclatant. Comment est-ce que tu expliques cela ? Est-ce que Galtier a un plafond en Coupe d'Europe, ses 16e de finale notamment d'Europa League qu'il avait déjà atteint avec Saint-Etienne, et peut-être que pour lui, il n'a pas l'expérience ou pas le niveau pour aller plus haut, ou est-ce que vraiment, selon toi, c'est à mettre sur le dos de l'expérience de l'effectif uniquement ? Je ne sais pas s'il a un plafond en Coupe d'Europe, mais je pense qu'il a un plafond dans sa manière d'aborder les matchs de Coupe d'Europe. Parce que la première saison, sur la saison de Ligue des Champions, honnêtement, l'approche était vraiment intéressante. Il y avait du jeu, on se portait vers l'avant, mais sauf qu'on n'était pas efficace dans les deux surfaces. Et je pense qu'après cette désillusion en Ligue des Champions, avec seulement un point pris, il s'est dit qu'il fallait plutôt centrer ce qu'il voulait sur l'efficacité dans les deux surfaces. Et donc, il a un peu omis dans ses matchs de Coupe d'Europe ce qui se passait entre les deux. Et c'est un peu ce qu'on a vu au match aller contre l'Ajax, où on était inexistant dans le jeu. On était bloc bas, on n'arrivait pas à se projeter. Et on se contentait de contenir les attaques de l'Ajax au lieu d'essayer de produire du jeu à domicile. Et au final, on a réussi à ouvrir le score et ça s'est gâté sur la fin. Et donc on a perdu. Et au match retour, comme on était dos au mur, qu'on avait perdu 2-1 à domicile. Un peu forcé de faire du jeu. On a vu une équipe plus libérée, une équipe qui jouait plus vers l'avant, qui avait la volonté de presser haut. Et donc, je me dis qu'en fait, dans l'approche des matchs à élimination directe en Coupe d'Europe, il a peut-être une approche un peu trop frileuse. Il se dit, j'ai pas envie de gâcher mes chances pour le retour, ou j'ai pas envie d'hypothéquer mes chances de qualification, tout simplement. Alors, c'est dingue quand tu as gagné 3-0 à Milan quand même. Tu te dis, moi vraiment ce qui m'a surpris cette saison, après en Ligue des Champions la saison d'avant, il y a eu des par passage, et bon, tu tombes dans un groupe extrêmement difficile, tu excuses volontiers les performances du LOSC, mais tu arrives à gagner 3-0 à Milan, qui est certes pas le meilleur Milan de tous les temps, loin de là, mais une équipe qui performe quand même relativement bien en Serie A. Et derrière, t'es pas capable de gérer une double confrontation face à l'Ajax, qui en plus était quand même plutôt décimé. Oui, mais c'est contre le Milan, je pense qu'il y avait quelque chose de différent. C'est que contre le Milan, il a réussi plus facilement à s'adapter au jeu du Milan et qu'on a plus facilement réussi à sortir le ballon que contre l'Ajax. Alors que contre l'Ajax, il
Il y a Eric Ten Hag qui a vraiment mis la pression sur notre relance en possession basse. Et donc, il a harcelé nos deux milieux de terrain. Et donc, à partir de ce moment-là, quand l'équipe a commencé à avoir du mal à ressortir le ballon, à perdre le ballon de plus en plus bas, ben on a senti une équipe qui se tendait et on n'a pas vu, on n'a plus aucune envie de jouer. On avait l'impression, on voulait juste contenir et espérer un coup de chance. Après, il a. Ouais, élimination directe. C'est plutôt les matchs à élimination directe qui font qu'il a cette approche où il peut pas répondre aux défis tactiques qu'on lui impose s'il est imposé en plein match et qu'il s'y attendait pas. Je pense que sa capacité de réactivité en plein match, elle est pas encore au top de ce qu'il peut faire. Après, il faut pas oublier non plus que c'est, même si ça fait un petit moment maintenant qu'il est entraîneur principal, il a jamais eu aussi un effectif taillé pour disputer des Coupes d'Europe, et il en a pas beaucoup fait non plus de Coupes d'Europe. Après, attends, l'Europa League, alors, peut-être que Ryan va nous dire que c'est notamment au niveau du nombre dans l'effectif que ça a posé problème. Enfin, quand tu vois les clubs français qui ont quand même performé en Europa League, bon, ça commence à faire quelques saisons maintenant. Ouais, tu peux pas dire que l'effectif, et encore moins l'entraîneur, et c'est pas à toi que je vais l'apprendre, était vraiment largement au-dessus du LOSC de ces 2 dernières années. Quand même. Enfin, je sais pas, le Marseille de Rudy Garcia, pour toi, c'est vraiment au-dessus du LOSC depuis 2 ans? Ouais, mais ils ont abandonné le championnat, si tu veux. Donc, ils se sont mis que dans cette optique-là. Donc, les mecs, les matchs, ils te les jouaient à fond, clairement. Vraiment, ils les jouaient à fond. Et Rudy Garcia a eu une expérience... Putain, je vais dire du bien de Rudy Garcia. Putain, ouais, horrible. Faire, là. Oh la vache. T'as vu comme j'arrive à te matrixer le cerveau quand même? C'est incroyable, incroyable. Rudy Garcia a quand même eu une expérience quasiment au niveau avec la Roma, où, alors peut-être pas tous les week-ends, mais assez souvent, tu joues des gros matchs, tu as une culture tactique, etc. Dans notre équipe de l'Olympique de Marseille, tu avais quand même des mecs comme Rami, Mandanda, cet enfoiré qui avec Zamboanguissa là, qui se loupe, mais le jour de la finale, mais tu avais quand même comment dire, une ossature plus complète et plus expérimentée que ce que tu pouvais avoir du côté de Saint-Etienne ou de Lille. Alors, Lille, transition toute trouvée, justement. On va profiter que Ryan soit là pour lui en parler. Nous, on sait qu'à Nice, notre problème, c'est justement ce manque d'expérience. Je te posais la question sur les jeunes joueurs au tout début, pour savoir comment Galtier gérait ça, parce que c'est le cœur du projet de d'Ineos à l'OGC Nice, donc il va avoir besoin forcément d'être à l'aise avec ces jeunes joueurs. On sait qu'à Lille, quand même, malgré tout, il avait des relais dans le vestiaire, sur le terrain. Il avait des joueurs extrêmement expérimentés, José Fonte notamment, mais aussi voilà, Borek, Yilmaz et d'autres, plus que trentenaires. Pour toi, c'est vraiment important. Est-ce que Galtier, du coup, si on est plus dans le management, s'appuie sur des joueurs dans le vestiaire pour que son groupe fonctionne et arrive à traverser les moments difficiles? Ou est-ce que c'est vraiment le seul maître à bord et que du coup, il couve un peu ses joueurs? Je pense plutôt il a besoin de sa colonne vertébrale, qu'il a besoin de ses cadres. À Lille, il y en avait 4, très clairement. Il y avait Mike Maignan, José Fonte, Benjamin André et Burak Yilmaz. Et donc, il a besoin de ces joueurs qui, sur le terrain, lorsque ça va mal, lorsqu'il faut remobiliser tout le monde, lorsqu'il faut il faut changer le comportement de l'équipe, qui sont là pour veiller au grain et qui permettent de transmettre les consignes du coach sur le terrain, qui sont là pour permettre à l'équipe de rester dans le droit chemin. Je pense qu'il a besoin de ces cadres. Bon, on espère nous aussi qu'ils arriveront, ces cadres. Brice? Pas Benjamin. Parce que quand on parle de cadres, ça me fait toujours rire du côté de Nice. Parce qu'en fait, il y en a pas, en fait. Il y a Dante qui revient, déjà. On peut se dire au moins ça. Qui revient à l'entraînement, c'est aussi la bonne nouvelle de la semaine. Si tu veux, t'en as qu'un. C'est-à-dire que t'as pas une ossature, t'as pas une colonne vertébrale où t'as gardien, défenseur, milieu, on va dire attaquant. Même si, voilà, t'as pas cette ossature-là qui fait qu'à un moment donné, t'as 3 gars sur le terrain
Les mecs, si tu sors un peu, comme dit Ryan, si tu sors un peu du droit chemin, les mecs, ils te remettent droit. Quand tu es en défense et en face, enfin devant, ton milieu ou ton attaque commence à faire n'importe quoi, tu as beau gueuler avec un stade et tout ça, on t'en tape pas forcément, tu vois. Donc, il te faut quand même une ossature. Et aujourd'hui, l'ossature gardien, défenseur, milieu, on n'a que le défenseur. Le gardien, bon, on va pas revenir là-dessus. Et le milieu, même si on dit Schneiderlin et tout, oui, il a l'expérience, mais c'est pas un cadre leader, on va dire. Donc, il va falloir qu'il recrute là-dedans, ou alors carrément qu'il arrive à faire passer un message de confiance où les mecs, au lieu d'avoir des âmes de leader, ils ont vraiment une confiance propre, parce que ce qu'on n'a quand même pas vu. Alors, amour propre, mais alors tu sais quoi, petite transition, parce que je voulais vite venir là-dessus, sur la conférence de presse qui a eu lieu donc, pour la présentation de Galtier, où Julien Fournier, qui parle pas souvent, faut le dire, le peu qu'il a dit lors de cette conférence, ça m'a fait plaisir, même si pour l'instant ça ne reste que des mots. Oui. C'est-à-dire que pour lui, avec Julien Fournier quand même, entre les mots et les actes. Mais ça fait plaisir de l'entendre, parce que à demi-mot, il avoue que déjà c'est une saison ratée. Moi, je trouve, dans les propos qu'il a dit, c'était ça. Sur cette phrase-là, quand un journaliste, alors je ne sais plus qui, mais pose la question sur il va falloir trouver des joueurs de caractère, c'est ce qu'il a manqué et tout à Nice, et que lui il répond non, c'est le tempérament. Et si on veut qu'il y ait des joueurs qui aient du tempérament, il faut que ça vienne aussi de plus haut. Oui, donc, du staff, de la direction, effectivement. De la direction et tout. Donc, ça veut dire qu'eux aussi se remettent en question. Et si tu as cette colonne vertébrale qui part donc finalement même dans l'institution, on va dire. Du président, et qui descend, le président, l'entraîneur, le capitaine, la colonne vertébrale sur le terrain. Et que tu sais que si tu fais le con, que tu veux pas écouter ton capitaine, tu as l'entraîneur qui t'en met une. Si tu n'écoutes pas l'entraîneur, tu as le directeur sportif et le président qui t'en met une. Et qui t'envoie à Lausanne, allez hop, puni. Et qui t'envoie à Lausanne et qui descendent. Et les mecs, t'en as peur limite, parce que voilà, enfin, t'en as peur. C'est une façon de parler, mais tu sais que quand ils descendent. Que t'as pas envie d'être convoqué dans le bureau du proviseur, quoi. Voilà, tu vois, c'est un peu ça, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Mais et c'est tout à fait normal. Donc, il va falloir trouver ça. Et je pense que Galtier, c'est quelqu'un qui. On en parlait en off avec Sky. C'est quelqu'un qui est beaucoup sur la parole et qui est beaucoup dans la confiance. Et qui va beaucoup parler. Pour moi, c'est vraiment un très, très bon manager. Dans l'Hexagone, je parle, mais parce qu'il y en a d'autres, voilà. Mais c'est un très bon manager. Tu as l'impression qu'il sait parler, il sait motiver, et je pense que même si tu n'as pas de leader, ne serait-ce que d'avoir une bonne liaison, une bonne entente avec ton entraîneur, tu n'as pas envie de le décevoir limite, tu vois. Donc tu vas te donner un peu plus, même si tu n'es pas leader. Donc il va falloir voir sur le long terme. Mais je pense qu'on va retrouver des joueurs qui vont avoir les crocs, quoi. En parlant de Dolberg, évidemment. Voilà, on peut rêver, du coup, comme nous dit Ryan, un 4-4-2. Enfin, cette association Amine Gouiri, Kasper Dolberg qu'on attend. On va pas l'avoir tout de suite, puisque notamment Kasper Dolberg a la chance, lui, de poursuivre l'Euro avec le Danemark, auteur d'un doublé, du coup, qui a qualifié sa sélection. Voilà, on sait que ils vont faire comme en 92. Très compliqué pour moi. Peut-être. J'étais pas bien. J'ai pris l'attention et tout, j'étais pas bien. PLS, tout ça. Donc voilà, ce 4-4-2 qu'on a hâte de voir probablement pour le début du championnat, on l'espère. En attendant, il va peut-être falloir aussi recruter devant pour faire le nombre, parce que la saison est longue et si tu n'as que 2 véritables attaquants de métier, ça va être peut-être un peu compliqué de pérenniser dans ce système. On verra. Ryan, j'ai envie de terminer cette émission. Alors déjà, est-ce que, comme je le disais, moi, l'Europe, c'était peut-être le point d'interrogation que j'avais, puisque c'est dans nos ambitions à moyen terme d'être régulièrement qualifié en Coupe d'Europe et si possible d'y faire quelque chose, et pas juste du tourisme et de la figuration. Est-ce que pour toi, tu as un autre regret, quelque chose dont on devrait être au courant ou qui t'a moins plu sur le passage de Christophe Galtier à Lille? C'est un point noir, mais qui s'est révélé au final qui n'a pas eu trop d'impact vu qu'on a été champion. Mais je dirais que dans son approche des matchs face au bloc bas, c'est très difficile. C'est très stéréotypé à chaque match. C'est souvent la même chose. Et donc les équipes, elles se préparent plus facilement et elles nous mettent davantage en difficulté. Donc dans son approche face au bloc bas, c'est compliqué. Et aussi, lorsque l'équipe ne mène que d'un but vers la fin de match.
là aussi, il a encore une approche un peu frileuse où il se dit qu'il faut conserver le score plutôt que. Catenaccio. Il fait rentrer Moussa Sissoko lui aussi à la place de Griezmann, tu veux dire, du coup, au Moussa dernier. Sissoko, mais Bradaric à la place de Bamba, quoi. D'accord. Ok. Bon, ça nous changera pas trop. Hein, le problème avec les blocs bas, on sait que c'est ton fétiche. Le gym face au bloc bas, Brice, c'est ton analyse régulière dans cette émission de ton hasard. Oui, mais bien sûr, d'accord, mais réalité c'est une vérité. Mais après, c'est compliqué pour toutes les équipes aussi de manœuvrer le bus, quoi. Enfin, Oui. dire, c'est. Mais c'est surtout qu'il n'apporte pas, il y a très peu de variété en fait quand on affronte quand on affrontait des blocs bas, nous, c'était souvent la même chose. Il y avait beaucoup de centres et on n'est pas très bon sur les centres. C'est repoussé. Il y avait très peu de présence dans la surface, très peu de présence aux abords de la surface. Parce qu'il te faut des créateurs en fait. Sauf qu'on n'en a pas en France. Il n'y en a pas beaucoup dans les équipes de Ligue 1. Si tu regardes des vrais créateurs, des percuteurs, tu n'en as pas forcément plus que ça en fait. Il faut qu'il y en ait toujours un ou deux qui essayent de tenter des dribbles, comme tu disais, devant la surface, etc. Quitte à perdre le ballon, mais ça éclate un peu le bloc et tu peux tenter des frappes de loin ou alors des petits centres, etc. Mais sauf que ça, aujourd'hui, c'est très compliqué à avoir, quoi. Et ça vaut cher. On est plus dans la puissance et dans la rapidité qui te permet soit en contre, soit en 1 vs 1 de t'en sortir. Mais voilà, après, quand il y a le bus. Et on sait qu'en Ligue 1, il y en a quand même quelques-unes d'équipes, même si avec on va dire avec les futurs entraîneurs, je pense notamment à Peter Bosz du côté de l'Olympique Lyonnais, on devrait peut-être avoir une Ligue 1 un peu plaisante la saison prochaine. En tout cas, moi j'ai envie d'y croire quand je vois un peu la révolution culturelle qui s'est faite ces dernières saisons, le départ de Patrick Vieira aussi de notre championnat et puis l'arrivée de Peter Bosz. Je pense qu'on y gagnera en termes de qualité de jeu, on verra en performance et on verra aussi pour Christophe Galtier très très vite. Voilà, comme je disais, le 3 juillet face à Rodez. Après, on a une belle série de matchs amicaux qu'on suivra forcément avec Avantinissa. On espère avec le retour de Cédric dès qu'il aura ficelé les premières recrues du mercato. Voilà. Ryan, qui aura volé tous les maillots à tout le monde. Exactement. Ryan, merci de nous avoir accompagnés dans cette émission. On souhaite forcément le meilleur à nos amis lillois, un club qui, malgré les négociations âpres ces dernières semaines entre nos dirigeants respectifs, ça n'impacte pas l'amitié entre nos groupes de supporters et même globalement entre le peuple lillois et le peuple niçois. On souhaite le meilleur, peut-être avec Claudio Ranieri qui, pour l'instant, tient la corde pour remplacer Christophe Galtier du côté de Lille. Qu'est-ce que tu espères, toi, de cette saison qui va forcément être compliquée, un nouveau président? On sait de grosses dettes à purger, donc beaucoup de ventes, un nouvel entraîneur. Est-ce que ça gâche est-ce que ça a rapidement mis fin à la fête du coup, ou est-ce que tu restes malgré tout optimiste pour la suite? Je suis pas optimiste, mais je suis pas non plus pessimiste parce que, en clair, depuis l'arrivée de la nouvelle direction, on a très peu de visibilité sur ce qui va se passer. On sait juste qu'on va devoir vendre parce qu'il y a beaucoup de dettes, qu'il va y avoir un effectif à reconstruire, qu'il y aura beaucoup de départs en interne et dans l'équipe. Mais on sait que l'ambition annoncée, c'est faire la Coupe d'Europe, mais quels moyens ils vont mettre, qu'est-ce qui va être mis en place, qu'est-ce que le président Olivier Létang va réussir à faire du club, vu ce qu'il a fait à Rennes, où il a réussi à sortir le club de son sommeil, mais il y avait quelques dossiers compliqués en interne. Et donc on attend. La reprise, elle est fixée demain. On n'a toujours pas d'entraîneur. On connaît pas le programme. Nous, on l'a eu le jour de la reprise aussi, donc peut être une bonne nouvelle, pour vous aussi. Ben là, ça parle tu aimerais quel entraîneur, toi? Parce il y a eu des petits trucs avec Laurent Blanc. On a parlé de Ranieri là. Du coup, est-ce que ça t'excite spécialement ou pas? On sait que niveau style de jeu, ça risque quand même d'être très différent de ce que tu as connu ces dernières saisons. Ben, j'en ai parlé avec quelques personnes et pour moi, Ranieri, en fait, je pense que s'ils optent pour Ranieri, c'est plutôt pour être dans la continuité de ce qu'a fait Galtier, à savoir avoir 2 lignes de 4 qui permettent d'avoir un bloc équipe compact. Et après, on essaye de se projeter, mais avec moins d'allant, forcément. Moins d'allant qu'avec Galtier, puisque en plus, Ranieri, il se fait un peu vieux quand même. Mais je pense qu'avec Ranieri, il y a moyen de faire quelque chose sur le court terme en termes de résultats. Après, pour construire quelque chose, je suis moins convaincu. Et sinon, pour l'entraîneur que je souhaitais, moi, je souhaitais Lucien Favre. Ouais,
forcément. Nous aussi, hein, on va pas te mentir. On espère toujours qu'il reviendra. On va vous proposer. Mais très bien, Adrien Urser. Comme tu es mauvaise langue. Voilà. J'ai hâte qu'il signe quelque part parce que je me fais quand même bien troller sur Twitter, toujours par les mêmes. Hein. On salue Hubert et Pépito, forcément. On peut pas faire des émissions sans saluer nos amis. Voilà. Donc oui, Vieira atterrit à Crystal Palace. On espère qu'Adrien Urser trouvera un club tout aussi sympathique. Ryan, merci. On va suivre la saison du LOSC forcément avec intérêt. On va suivre aussi le petit Lillois pour toute l'actualité qui risque d'être chargée cet été sur le terrain et en dehors aussi malgré tout, avec les différents passages devant la DNCG, le nouvel entraîneur, les ventes qu'on espère nombreuses de votre côté de manière à ce que vous puissiez rebâtir une équipe et un nouveau cycle. Et pourquoi pas, on te rappellera éventuellement s'il y a transfert entre Lille et l'OGC Nice, voilà, de Benjamin André par exemple, hein, parce qu'il est né à Nice. Mais j'en doute, rassure-toi. Par contre, voilà, s'il y a un transfert d'un joueur lillois, si tu as envie de revenir, tu seras forcément le bienvenu dans l'émission. Il n'y a pas de souci, c'était un plaisir et partagé. Je reviendrai quand vous le souhaitez. Ça marche. Parfait alors. Brice, merci aussi d'avoir été présent. Ça me fait au moins un chauffe sur deux. C'est déjà ça. Nous, on se retrouve très vite, très certainement, pour faire le bilan de ce premier match amical dont je vous parle depuis tout à l'heure face à Rodez. Ça a l'air d'être un événement. Ça fait 4 fois que j'en parle. Alors bon, on va avoir un Zidane sur la pelouse en face. Moi, j'essaie de trouver un peu, la hype là-dessus. Mais bon, c'est aussi pour revoir l'OGC Nice jouer. Et puis le début d'une nouvelle aventure, c'est toujours un peu excitant, pas avec des nouveaux maillots. Voilà, avec des nouveaux maillots, non, mais probablement pour le début du championnat au mieux. Mais voilà, messieurs, merci beaucoup de m'avoir accompagné pendant cette quarantaine de minutes de l'émission. Bonne fin de semaine à tout le monde. On va retrouver du coup la reprise du LOSC et du côté de Lille. Et de notre côté, par contre, ça sera Rodez, comme je le disais. D'ici là, Issa Nissa.